Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Patrick Artus. Bonjour. Bonjour David. Chef économiste chez Natixis. On va parler évidemment des gilets jaunes, de l'impact économique, mais je vous ai vu patienter là pendant le sujet avant où on se posait la question de savoir effectivement comment est-ce qu'on peut ou pas baisser les impôts sans sacrifier la dépense publique. Et vous n'avez pas l'air d'accord avec ce qui se disait là, je vous voyais là dans... Non, juste sur le dernier point de Xavier, je crois qu'il faut faire extrêmement attention à la taxation du capital. Alors, c'est pas très grand public, puisqu'on dit, voilà, Macron a baissé, supprimé l'ISF, fait la flat tax sur les revenus du capital. C'est vrai, tout ça c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et d'un autre côté... C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de baisse d'impôts pour les plus modestes. Oui, mais je suis bien d'accord. Mais d'un autre côté, on avait une taxation du capital avant qui était totalement dissuasive. C'est-à-dire, plus personne en France n'achetait une action. Quand on avait une taxation où on payait 70-80% des dividendes, en réincorporant l'ISF, il n'y avait plus aucun acheteur d'actions. Le résultat, c'était que les seuls acheteurs d'actions des entreprises françaises, c'était les non-résidents, et qu'on était parti dans une dynamique où toutes nos entreprises allaient tomber dans les mains des non-résidents. Depuis qu'on a fait cette réforme, les Français rachètent des actions, et on voit la part des non-résidents qui diminue. Donc, effectivement, donc c'est efficace, mais ça, les gilets jaunes, ils s'en foutent. Hein. Ils s'en foutent, mais on est quand même obligé à un certain moment de ne pas avoir une fiscalité totalement délirante sur le revenu du capital. Alors, bien entendu, comme les actions appartiennent aux Français qui ont les revenus les plus élevés, ce sont les Français les plus élevés, revenus les plus élevés qui profitent de cette baisse de la taxation du capital. Mais si on revient à une taxation du capital totalement différente de celle des autres pays européens ou des autres pays de l'OCDE, à nouveau, nos entreprises tomberont dans la main des étrangers qui ne payent pas cette taxation. Ouais. Et donc, il faut quand même comprendre qu'on ne fait pas ça pour donner de l'argent aux riches, on fait ça pour qu'il soit possible en France pour un résident d'investir dans les entreprises du pays, avec une taxation raisonnable de ses revenus. Alors justement, tiens, on voit les gilets jaunes et ces incidents à répétition, tous ces blocages des gilets jaunes. Ce que nous dit le ministre de l'économie, il va encore plus loin ce matin, il parle de catastrophe pour la France, pour la croissance française. Et ce matin, il nous annonce, Bruno Le Maire, une perte de PIB de 0,1 point de PIB au quatrième trimestre. On se dit quoi? Voilà, ça va plomber la croissance française sur la fin d'année, alors qu'on attendait beaucoup. On attendait un rebond après un premier semestre qui était pas forcément un rebond. Non, mais quand on a fait 0,2 au premier et au deuxième trimestre, on se dit que si on fait 0,4, 0,5, c'est quand même 2 fois mieux. Ou est-ce qu'il ne dramatise pas un petit peu aussi Non, pour dire que finalement, il savait que sa prévision de croissance avait un peu de plomb dans l'aile, les 1,7% sur l'année, donc finalement, voilà. J'ai eu un peu de mal à m'intéresser à cette question, pour dire vrai, parce que ouais, on avait les grandes grèves, la SNCF, etc. On perd un dixième et on le regagne le trimestre suivant, quoi. Je veux dire, donc honnêtement, c'est pas ça. Donc c'est un non-sujet, ça ? C'est un non-sujet, pas au trimestre le trimestre, mais enfin, je veux dire, honnêtement, c'est pas. Le vrai sujet, il me semble, c'est de dire. Pour sortir de cette crise, il va falloir distribuer du pouvoir d'achat. Est-ce qu'on peut le faire sous une forme intelligente qui ne détruise pas de la croissance plus tard? Je crois que ça, c'est un sujet qui n'est pas un sujet à un dixième, qui est un sujet beaucoup plus gros. C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que votre crainte, et là on reboucle avec l'actu, ce soir, on le sait, le président Macron, allocution qui est prévue à 20h, il y a des annonces fortes, importantes en tout cas, qui sont prévues, nous a dit Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. Vous redoutez, vous, pour se donner des marges de manœuvre et baisser peut-être les impôts, encore une fois des plus modestes, il aille faire un peu les poches des entreprises, justement en remettant peut-être en cause une partie du CICE ou une trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés qui pourrait être diluée dans le temps. À nouveau, je vais passer pour un réactionnaire, mais je pense que, si le président revient en arrière sur les réformes fiscales qui ont été faites depuis qu'il est arrivé, plus personne ne croira jamais la France dans le reste du monde quand elle fera une réforme fiscale. Et vous allez détruire la remontée d'opinion positive sur le fait d'aller investir en France, produire en France. Donc il ne peut pas détricoter ce qu'il a fait. S'il détricote, c'est absolument abominable. Je pense, deuxièmement, que si on remonte la taxation des revenus du capital, mais c'est un peu la même chose, on vient d'en parler, c'est abominable. Troisièmement, on sait qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Par exemple, Muriel Pénicaud a l'air de dire que ça ne sera pas fait. La hausse du SMIC. Si on augmente le SMIC, si on le compense pour les entreprises, ça devient un problème de déficit budgétaire. Si on ne le compense pas pour les entreprises, on sait que ça détruit un nombre considérable d'emplois peu qualifiés. Et c'est justement les peu qualifiés qui ont besoin de trouver du travail dans ce pays. Vous regardez le côté de l'offre, mais du côté de la demande, ça donne de l'argent à des gens qui vont le dépenser, qui vont consommer, ça va créer de l'activité. Alors c'est typiquement la mesure de ce qu'on appelle d'insider. C'est-à-dire ceux qui auront la chance de garder leur emploi auront une hausse du pouvoir d'achat. Ils vont dépenser plus, consommer plus. Ils vont dépenser plus, mais comme on va détruire des emplois, on va augmenter les inégalités. Les inégalités en France,
je vais y revenir, c'est le fait qu'il y a plein de Français qui n'ont pas d'emploi. Quand vous regardez, par exemple, vous savez, les données de Piketty, la part du revenu national qui est pris par le pourcent de Français qui ont le revenu le plus élevé. Ouais. Aux États-Unis, ça explose. Ouais. Le pourcent d'Américains au revenu le plus élevé prend 22% du PIB. Ouais. En France, c'est 7,5 depuis 30 ans. Et les inégalités ont beaucoup augmenté avant redistribution. Mais ce n'est pas les hauts salaires. C'est parce qu'il y a plein de gens qui ont des tout petits revenus. Et c'est en particulier dû au fait qu'on a beaucoup moins de Français que dans les autres pays qui ont un emploi. On n'a que 65% des Français en âge de travailler qui ont un emploi. La moyenne, c'est quoi, 70 ? C'est 75, 77, 78. Rendez compte, si on avait 10% de Français en plus qui avaient un emploi, vous auriez un excédent budgétaire, le taux de chômage serait de 3 ou 4%, enfin, on serait dans un monde totalement différent. Il y a des réformes qui ont été faites, il y a la réforme du travail, il y a la réforme de la formation professionnelle, l'apprentissage. Voilà. Oui, mais alors ça, d'abord, on l'évaluera dans 3 ans ou dans 4 ans et pas avant, parce que ça avait du temps. Et quand vous comparez les pays de l'OCDE, ce qui est très impressionnant, c'est que le taux d'emploi, donc cette fraction des Français qui ont un emploi, c'est la même variable que les compétences. C'est vraiment incroyable, quoi, la corrélation de ces deux variables. Donc, ce qui fait un taux d'emploi élevé, c'est des compétences élevées de la population. Et nous, on est parmi les pays les plus bas de l'OCDE sur les compétences. On ne claque pas des doigts. Ah ben non, on change la formation professionnelle, on fait de l'apprentissage, on fait de l'alternance. Tout le job, il est fait là, par le gouvernement. Le job, il est fait, oui, mais c'est en train de commencer. Donc, c'est des choses qui se verront sur le taux d'emploi dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. On a compris que ce que voulaient les Français par procuration et les Gilets jaunes, c'est finalement un virage, un tournant social de la part du président pour aider ces Français à terminer les fins de mois, ceux qui sont au SMIC et qui n'y arrivent pas. Qu'est-ce qu'on fait, encore une fois, sans remettre en cause la compétitivité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, du site France, au travers de la fiscalité et pas seulement, rester dans les clous à peu près de nos engagements européens. Tout ça, c'est pas mission impossible. Écoutez, si vraiment on attend des annonces fortes. Évidemment, il faut et pas à la marge. Vous pouvez le faire par soustraction. Il faut faire quelque chose. Il ne faut pas que ça soit le SMIC. Il ne faut pas que ça remette en cause les réformes fiscales. Il ne faut pas que ça dégrade la compétitivité de la France pour les entreprises. Il faut que ce soit substantiel et que ce soit du concret. La seule solution, c'est de faire du déficit public. Honnêtement, c'est le moins dangereux. Donc de tirer de pas respecter. D'augmenter 10 milliards d'euros, le minimum vieillesse, la prime d'activité, etc. Et de faire un demi-point de PIB de déficit public en plus. Ce qui nous emmènerait à 3,5. On ira à 3,5. Expliquons à Bruxelles qu'on maintient les réformes, que dans 2-3 ans, il y aura plus de croissance, que le taux d'emploi va monter. Et qu'on prend un peu d'avance sur ce processus. Mais c'est suffisant, 10 milliards je ne sais pas, mais je prends un chiffre, disons 11 ou 12, ça ferait un demi-point de PIB exactement. Donc pour qui donc minimum vieillesse. Alors, donner un équivalent. Si on manque de 10% le SMIC, à nouveau, il ne faut pas le faire. Et avec tous les effets de répercussion, bien sûr, il y a 11% des Français qui sont au SMIC, mais quand vous montez le SMIC, bien sûr, vous poussez les salaires pratiquement jusqu'à un SMIC et demi. 10% de hausse du SMIC, ça correspond à peu près à 9 milliards. Et donc, si vous mettez 10 ou 12 milliards dans l'économie, c'est un peu plus que l'équivalent. Ciblé, là, pour le coup, vraiment ciblé pour ceux qui en ont besoin. Prime d'activité, minimum vieillesse. On rappelle, la prime d'activité, c'est ce qui est touché. C'est ce qui est touché par les personnes qui ont un emploi et qui sont en bas de l'échelle des salaires. Et tous les mois, ça serait combien tous les mois? On parle de dizaines, centaines d'euros? Je vous dis, c'est un équivalent, en gros, un gros 10% de SMIC, donc c'est 120 euros par mois, quoi. En plus. Voilà. Si vous voulez faire 20% de SMIC, ça coûte 20 milliards. Enfin voilà, vous pouvez faire les calculs vous-même. Oui, règle de 3. Mais il me semble que plutôt que de 1, casser la compétitivité de la France, 2, refaire partir tous les Français à Bruxelles, ou 3, détruire des emplois peu qualifiés, le moins dangereux, c'est de taper sur le déficit public, donc de le dire cette année, ça sera 3,5, c'est le chiffre que vous mentionniez juste avant. Et puis, ça va baisser parce que nous avons confiance dans ces réformes. À nouveau, reprenez le taux d'emploi. On est à 65%. Les Allemands sont à 75%. On va peut-être pas faire comme les Allemands, mais si on allait à 70, 5 points d'emploi en plus, si les entreprises suivent en investissant, c'est 5 points de PIB. 5 points de PIB, c'est 2,5 points de PIB de recettes fiscales. C'est 50 milliards, c'est même plus que ça, c'est 60 milliards presque de recettes fiscales. Il n'y a plus de problème. Donc le vrai sujet, c'est qu'on a que 65% de taux d'emploi. Sauf que pour monter à 70%, ça ne prendra pas un an, ça prendra peut-être 3 ans, 4 ans, mais on peut dire à Bruxelles et au marché financier, regardez, les réformes continuent, le taux d'emploi il va monter, l'attractivité du pays elle reste là. On est obligé de monter les plus bas revenus parce qu'il y a un vrai problème de pauvreté. On le fait par le déficit public, c'est pas très dangereux. Et c'est beaucoup moins dangereux que de remettre l'ISF ou de monter... remettre l'ISF... remettre l'ISF, en plus, ça fait 3 milliards. C'est ce que propose à tout faux Ségolène Royal, parce que finalement, elle dit gros coup de pouce au SMIC, rétablir l'ISF,
baisser la CSG pour le coup, revenir sur les 40 milliards d'euros du CICE. Elle a tout faux là, c'est elle va faire quelques millions de chômeurs, c'est pas très grave. Non, mais il faut être sérieux. Alors évidemment, le symbolique parfois n'est pas sérieux. L'ISF, c'est du symbolique pur. C'est un impôt qui rapporte rien et qui envoie tous les Français avec un peu d'argent à l'étranger. Donc ça coûte plus que ce que ça rapporte. Mais il ne faut pas faire de symbolique. À nouveau, il ne faut pas passer le message au reste du monde que la France n'est à nouveau plus attractive, parce qu'on se mordra les doigts. Et donc, à nouveau, je pense que le moins dangereux, c'est de laisser déraper le déficit public 2 ans, 3 ans. Avec des mesures ciblées à hauteur de 10, 12 milliards. Avec des mesures ciblées sur les gens qui en ont vraiment besoin, les petites retraites, les plus bas salaires, les femmes seules sans enfants. Enfin, on connaît les populations en difficulté. Et pour une dizaine ou une douzaine de milliards d'euros, et ça passe honnêtement, et même les marchés financiers diront rien. Et ça serait suffisant pour les Gilets jaunes après remettre de la fiscalité sur le capital, là les marchés financiers ne le pardonneront pas. Mais les marchés financiers, c'est pas grave, mais les entreprises internationales ne le pardonneront pas. Un demi-point de déficit public, honnêtement, il ne se passera rien. On paiera pas des taux d'intérêt visiblement plus élevés, dans la perspective que en gros, on prend de l'avance sur les réformes. Ouais. Alors, autre sujet dans l'actualité, évidemment, il faut parler des marchés financiers. Plongeons encore à Wall Street. On ne le subit pas trop pour le coup, même si on est au-dessous des 4800 points sur le CAC 40. 3% de baisse, vous l'avez vu vendredi aux États-Unis. Il y a cette affaire Huawei là, sur l'arrestation. On en a parlé toute la semaine de la numéro 2 du géant chinois des télécoms pour une histoire de fraude, manifestement, de contournement sur l'embargo iranien. Est-ce que tout ça mérite vraiment un tel décrochage? Mais en même temps, on se dit que c'est comme une affaire qui n'arrive pas au bon moment. Et il y avait une espèce de trêve comme ça, de trêve commerciale de 3 mois entre les Américains et les Chinois. Ça mérite vraiment un coup de tabac comme ça, cette histoire-là? Ce qui se passe, c'est que de toute façon, les marchés financiers sont de toute façon depuis longtemps nerveux. Vous accumulez quand même les dangers. Il y a le Brexit, alors peut-être que il y a l'Italie, il y a peut-être maintenant la France, il y a le protectionnisme. Il y a les sanctions sur l'Iran. Et ce qui est très bizarre. Il n'y a rien de neuf là, pardon. Oui, mais enfin, ce qui est très bizarre, c'est que Trump, on pensait quand il était élu que son objectif central, c'était de faire monter la bourse, quoi. Ouais. Donc il baisse considérablement les impôts des entreprises, il leur permet de rapatrier des montagnes de profits et pratiquement tout cet argent sert à racheter des actions. Donc ça aurait dû faire monter considérablement la bourse aux États-Unis. Et la bourse chute à cause de toutes ces bêtises que fait Trump et qui crée un climat d'incertitude. Dans notre banque, nous mesurons un indice qui est un indice de perception du risque sur les marchés financiers. On est pratiquement au niveau de Lehman Brothers. Pourquoi vous ne prenez pas le VIX ? Non, le VIX, ça n'a aucun... La volatilité implicite ça ne donne aucune par les investisseurs. Ça ne donne aucune information sur le... Et votre indicateur, vous le calculez comment? C'est des fourchettes bidas, des volatilités sur plein de marchés. Ça marche très, très, très bien. Et on est presque au niveau de Lehman. Donc l'aversion au risque aujourd'hui des investisseurs... est extraordinairement élevée. Ce qui explique que... Au même niveau que Lehman Brothers, oui, pardon. Oui. Par cette multiplication de gesticulations de Trump, où on se dit, mais sur la Chine, il a dit qu'il ne ferait rien, mais il finira par le faire, et puis il va finir par le faire sur l'Europe. Et puis, il y a le ralentissement économique dont on ne sait pas exactement ce qu'il est, qui a l'air assez fort en Chine. Il y a l'Italie, il y a les tensions. Voilà. Et donc, on a amené les investisseurs à un niveau de perception du risque. Oui, mais on va jusqu'au bout, on prolonge le trait là. Quand on voit qu'aucun rebond ne tient sur les marchés, il ne faut pas admettre que voilà, après 10 ans de marché haussier, on est entré en bear market. Cette année 2018, février, c'est le début, c'est l'entrée en bear market. Non, ce n'est pas l'entrée. Les marchés sont anormalement bas. Les actions, c'est toujours un peu particulier parce que les obligations d'entreprise, c'est pratiquement, enfin, on peut voir plus précisément. Vous pouvez comparer les primes de risque payées par les entreprises, ce qu'on appelle les spreads de crédit, avec la réalité du risque, c'est-à-dire les défauts, l'évolution des ratings. La qualité financière des entreprises aujourd'hui est en train de s'améliorer. Il y a plus d'entreprises dont le rating augmente que d'entreprises dont le rating baisse. Les bénéfices sont au plus haut depuis qu'on les mesure. Mais vont baisser. Ils continuent à augmenter. Ils vont baisser, non? Non, ils ne vont pas baisser. Ils vont augmenter de 8% les prochaines. Oui, contre 25 cette année. Ils vont monter de 8 encore. Oui. Les taux de défaut sont en train de baisser. Enfin, mais tout le monde le sait. Alors, encore une fois, j'imagine que tous les experts qui nous regardent le savent, à savoir qu'une meilleure appréciation des ratings des entreprises, des bénéfices qui vont augmenter de 8% au lieu de 20 l'an dernier. Oui, mais 20, c'est la réforme fiscale. C'est pas ça, c'est vrai. Que le pétrole va baisser.
nervosité que, et pour autant, pardon, mais voilà. Pourquoi cette nervosité alors parce que le niveau d'aversion pour le risque est au niveau de la faillite de Lehman Brothers. Il n'y a aucun effet. Et alors, si vous êtes rationnellement, ça ne tient pas. Alors. Si, quand les gens ont la trouille, ils achètent des obligations des États. Pour de mauvaises raisons. Donc le 10 ans allemand est à 25 points de base, le 10 ans américain est à 2,80, et on voit des flux considérables qui vont vers les obligations sans risque. Les gens ont peur, et ils ont peur de façon irrationnelle. Donc si on est un investisseur, ils ont tort d'avoir peur. Si on est investisseur avec un peu de sang-froid, aujourd'hui on achète tout. En gros, on achète tout. On achète des obligations d'entreprise, on achète des actions, on achète de tout, des émergents, on peut tout acheter. Alors ça ne veut pas dire que le mois prochain ça va marcher, mais normalement il faut tout acheter. On a une décorrélation jamais vue entre les fondamentaux et les marchés. Mais à nouveau, les gesticulations de Trump, ils sont pour beaucoup. Quand vous faites la somme des sanctions sur l'Iran, des sanctions sur la Russie, de Huawei, du protectionnisme, des menaces sur l'Europe, etc. Mais à quel moment est-ce que les yeux des investisseurs vont se dessiller? À quel moment est-ce que on va se dire, attendez, mais là, il faut les rassurer. Donc, il faut les rassurer sur le Brexit. Il faut les rassurer sur l'Italie. Les nouvelles de ce matin sur l'Italie, c'est quand même qu'on est en train de chercher un compromis avec l'Europe, pas qu'on part dans un vrai conflit. Il faut les rassurer sur le protectionnisme. Par exemple, des tarifs, des droits de douane aux États-Unis sur les automobiles européennes, ça serait redoutablement affreux pour l'industrie européenne, etc. Donc il faut que les investisseurs soient rassurés. Pour les Allemands surtout. C'est 6% de la valeur ajoutée européenne, l'automobile, si vous incluez les sous-traitants. Donc c'est quand même énorme. Et donc il faut que les investisseurs soient rassurés sur tous les points sur lesquels aujourd'hui ils voient une catastrophe arriver. Mais fondamentalement, on a une complète décorrélation entre les fondamentaux. Alors c'est intéressant de voir pourquoi d'ailleurs, David. Donc le recul est aberrant. Oui, c'est une aberration. C'est normal qu'il y ait un recul, mais il est beaucoup trop gros. Et en plus, les investisseurs ne comprennent pas qu'on a une situation qui est très différente des fins de cycle habituelles. Dans les fins de cycle habituelles, les salaires augmentent très vite. Et donc les profits plongent. Ouais. Et là, les salaires n'augmentent pas très vite, donc les profits continuent de monter. Donc on a une configuration dans les entreprises qui est très différente de celle des fins de cycle habituelles. Ouais. Vous parliez, Patrick, du Brexit. Alors c'est demain, c'est la Chambre des communes qui va se prononcer sur ce préaccord négocié entre, on la voit là, Theresa May et les Européens. Qu'est-ce qui se passe, encore une fois, en cas de rejet? Donc le rejet, c'est Brexit sans accord. Non, le rejet, c'est pas Brexit sans accord. Alors le rejet aujourd'hui, dans ce qui a été décidé par le Parlement anglais, c'est que le Parlement prend la main sur la négociation. C'est sans doute pour ça que ça sera non, parce que le Parlement veut prendre la main. Et le Parlement ne veut pas d'un Brexit sans accord. Le Parlement donc ça serait une bonne nouvelle alors? Alors nous, on commence à se dire, le truc, on se prend, c'est comme, elle donne des cauchemars cette réflexion, mais on commence à se dire que le vote non, qui est probable demain, redonne la main au Parlement. Ce qu'on ne sait pas organiser, qui paraît très compliqué techniquement, c'est comment le Parlement britannique négocie avec la Commission européenne. Ça serait ça qu'il faudrait organiser. Mais le Parlement ne veut pas d'un Brexit sans accord. Le no deal Brexit, une très grosse majorité des parlementaires sont hostiles. Donc ils sont plutôt favorables à une espèce de réouverture d'un bout de négociation avec la Commission pour arriver à un deal. Par ailleurs, vous avez vu que la Cour de justice européenne dit que c'est pas parce qu'on a déclenché l'article 50 qu'on est obligé de sortir. Donc à tout moment, si les Anglais disent finalement on sort pas de l'UE, ils ont le droit de pas sortir. On pourrait défendre. Donc le pire n'est pas à craindre. Donc demain, si on a un rejet. Non, il faudra faire très attention aux interprétations. Le non, qui est très probable demain, est plutôt une bonne nouvelle. Tout dépend dans quelle proportion. Même parce que le Parlement, à nouveau, ne veut pas. Ce qui a circulé la Banque d'Angleterre et les entreprises britanniques, le CBI, sur les effets d'une sortie sans accord, 10 points de PIB, 10 points de perte de PIB. 10 points de perte de PIB au Royaume-Uni, c'est 3 millions de chômeurs. Tout le monde a peur maintenant au Royaume-Uni. Donc, on nous avait dit pareil au moment du. Oui, vote mais là, honnêtement, on pourrait presque défendre une thèse provocante qui est qu'il n'y aura peut-être pas de Brexit. Et qu'à la fin, soit on aura une espèce Brexit is Brexit, vous avez dit. Oui, justement, c'est plus May qui va négocier. Ouais. Voilà, moi je pense qu'on est quand même plutôt dans une direction où on se dirige vers un deal. Et qu'en réalité, la situation s'est améliorée. Donc il n'y a pas de choc à attendre demain, après-demain, il faudra faire attention à ne pas dire de bêtises sur l'interprétation du non, si c'est un non. Mais parce que c'est plutôt quelque chose qui va donner au Parlement la capacité à travailler avec l'Europe.
Mais ils veulent un deal. Les parlementaires britanniques ne veulent pas d'une sortie sans deal, dans leur grande majorité. Avant de se quitter, Patrick Artus, on va juste parler du pétrole, un sujet que vous connaissez bien. Dans la douleur, l'OPEP et la Russie ont trouvé un accord pour réduire de 1,2 million de barils jour à compter de janvier, ou c'est immédiat? C'est janvier, c'est ça. Est-ce que c'est suffisant pour enrayer ce contre-choc pétrolier, ou au moins pour stabiliser, on va dire, le pétrole autour de Brent, autour de 60 $? Partez d'un ordre de grandeur qu'on peut avoir à l'esprit. Quand on enlève 1 million de barils jour, ce qui fait à peu près 1% de la production mondiale de pétrole, on fait monter les prix d'à peu près 10 $ normalement le baril. Donc les prix pourraient remonter de 60 à 70 $. Après, la suite va dépendre des États-Unis. En 2018, ce qu'on n'avait pas vu à ce point, c'est l'incroyable hausse de la production de pétrole de schiste. Comment ils ont fait? On disait qu'ils étaient, ils étaient bloqués. Ils ont fait 2 millions de barils dans l'année. C'est énorme, ils sont à quoi? Quasiment 12 millions de barils Ils jour. sont à 11,7 sur le dernier mois connu. Ils ont augmenté de 2 millions dans l'année leur production de pétrole de schiste. Et ça, personne ne l'a vu venir. Et on avait dit 1 million, 1,2 million, mais personne n'avait dit 2 millions. S'ils avaient fait 1 million, le marché serait de l'autre côté. On manquerait un peu de pétrole et on serait toujours à 80 $. Mais ils ont fait 2 millions. Et alors évidemment, plus toute l'incertitude sur l'Arabie Saoudite dans la relation avec les États-Unis, donc le marché est tombé à 60 $, c'est trop bas aussi. Donc on est plutôt... c'est trop bas, tout dépend pour qui. Non mais c'est trop bas, je veux dire, par rapport aux fondamentaux du marché. Le vrai prix va plutôt être 70 $, mais évidemment, on s'aperçoit qu'on maîtrise très bien le cycle du pétrole conventionnel. C'est pas compliqué parce qu'il faut investir pendant 4 ans et puis ensuite on produit 20 ans. Donc Mais là, le cycle du pétrole de schiste, c'est des cycles sur 2 ou 3 trimestres qui sont extrêmement nerveux. Et donc difficile à prévoir. Avec une très grosse réactivité au prix, très rapide et donc beaucoup plus difficile à prévoir que le cycle du pétrole conventionnel. Bon voilà, merci en tout cas, merci d'avoir été avec nous. On se retrouvera pour la fin d'année, on va nous enregistrer pas mal d'émissions sur les idées reçues qu'on a en matière d'économie ensemble avec vous. Merci Patrick Artus, merci David, chef économiste chez Natixis. Merci.